5 soldats. 5 balles. 5 secondes. Dans le froid blanc de l'hiver finlandais, la mort a encore frappé. Derrière ce fusil, on pourrait imaginer un homme cruel, une machine à tuer, un prédateur sans âme. Mais la vérité est presque l'inverse. Derrière ce canon glacé se cache un fermier timide, discret, souriant, un homme minuscule par la taille, immense par la volonté. Il mesure à peine 1,52 m. Il ne cherche ni la gloire, ni la guerre, ni même la légende. Tout ce qu'il veut, c'est sauver ce qu'il aime, son village, sa famille, ses amis, son pays. Et pourtant, au cœur de l'hiver 1939, ce petit homme va faire trembler une armée entière. Moqué parfois, sous-estimé souvent, il va se lever contre l'un des plus grands empires de la planète. Il va vider des sections entières avant qu'elles ne comprennent ce qui les tue. Il va hanter les forêts, briser le moral de ses ennemis et forcer jusqu'aux plus hauts échelons soviétiques à prendre son nom au sérieux. Ce nom, c'est Simo Häyhä. Et sans l'avoir voulu, il va devenir le tireur d'élite le plus redouté de son époque. Au cœur de l'hiver 1905 naît, dans une famille modeste de fermiers finlandais, un enfant qui ne ressemble en rien à un futur mythe de guerre. Simo grandit dans le travail, le froid et le silence. Autour de lui, il y a la ferme, les bois, les animaux, les saisons. Une vie rude, sans luxe, sans bruit, mais profondément ancrée dans la terre. Très tôt, son père l'emmène chasser. Pas pour le sport, pas pour la performance, pour nourrir la famille. Alors l'enfant apprend ce que les livres n'enseignent pas. Attendre sans bouger, observer sans se trahir, sentir le terrain, lire les traces, écouter le vent. Quand il neige trop fort pour les autres, Simo prend ses skis. Quand la forêt devient plus dure, plus froide, plus hostile, lui s'y enfonce davantage. Peu à peu, il cesse presque d'être un simple promeneur dans la nature. Il devient une extension du paysage. La forêt lui apprend la patience. Le froid lui apprend l'économie des gestes. La chasse lui apprend l'essentiel. Rater, c'est parfois revenir les mains vides. Réussir, c'est comprendre avant de tirer. Et très vite, ceux qui le voient tirer comprennent que quelque chose n'est pas normal. Simo ne se contente pas d'être bon. Il est d'une précision troublante. Adolescent, comme beaucoup de jeunes Finlandais, il rejoint la garde civile et devient réserviste. Là, il entre dans le monde des compétitions de tir. Et ce qui n'était jusque-là qu'un talent discret prend une autre dimension. Il gagne. Puis il regagne. Puis il écrase. Encore et encore. Face à lui, d'autres tireurs s'entraînent dur, ont de la technique, du prestige parfois, une posture plus militaire, plus impressionnante. Mais quand Simo lève son arme, tout cela s'efface. Il touche. Toujours. Ce qui fascine, ce n'est pas seulement le résultat. C'est la manière. Aucun geste inutile. Aucune arrogance. Aucune mise en scène. Seulement de la concentration, du calme, et ce moment presque surnaturel où l'impact apparaît exactement là où il a voulu. Pourtant, physiquement, rien ne le désigne comme un géant. Il est petit. Reserve. Humble. Ses proches le décrivent comme calme, souriant, sans théâtralité. Il rentre chez lui avec des trophées, oui, mais sans fanfare. Chez les Häyhä, le talent n'a pas besoin de crier. Pendant plusieurs années, sa vie continue ainsi. La ferme, la chasse, le tir, le perfectionnement silencieux, l'accumulation d'une maîtrise presque invisible. Mais au-delà de la frontière, l'Europe se durcit. La Finlande a déjà connu la domination russe. Elle a profité de l'effondrement de l'Empire en 1917 pour prendre son indépendance. Cette liberté est jeune, fragile, précieuse. Et à Moscou, on regarde cette frontière avec inquiétude et convoitise. À la fin des années 1930, Joseph Staline veut sécuriser l'approche de Leningrad. La Finlande devient, à ses yeux, un espace à contrôler. Les demandes soviétiques se multiplient. Les Finlandais résistent. Ils craignent, non sans raison, qu'un simple compromis militaire ne devienne demain une reprise en main totale. Puis vient la rupture. Le 30 novembre 1939, l'Union soviétique attaque la Finlande. La guerre d'hiver commence. Sur le papier, le duel paraît presque absurde. D'un côté, une immense puissance, ses hommes, ses blindés, son artillerie. De l'autre, une nation plus petite, moins équipée,
qui connaît mieux son terrain mais paraît condamné à la résistance plus qu'à la victoire. C'est dans ce déséquilibre que Simo quitte sa ferme et prend la route du front. Avec lui, son fusil favori, celui qu'il connaît jusque dans le poids de la détente. Autour de lui, des amis d'enfance, des compatriotes, des hommes qui ne se battent pas pour conquérir, mais pour empêcher qu'on leur arrache leur monde. Ils arrivent dans les forêts glacées où va se jouer une partie essentielle de la campagne. Là, la guerre moderne rencontre quelque chose de plus ancien, le territoire, l'instinct, l'endurance. Les premières colonnes soviétiques entrent dans le bois. Elles avancent, elles poussent, elles testent, et elles tombent. Les coups partent sans avertissement. Des hommes s'écroulent sans jamais voir leur adversaire. Dans la neige, au milieu des pins, la guerre change de forme. Ce n'est plus seulement une bataille de front, c'est une chasse. Et Simo, lui, comprend instinctivement ce champ de bataille. Jour après jour, il prend ses skis, s'éloigne de son unité, choisit des positions improbables, souvent des creux, des terriers, des replis presque invisibles. Il prépare son environnement avec un soin maniaque. De la neige derrière lui pour casser sa silhouette. De la neige tassée devant lui pour éviter que le tir ne projette de poudre blanche. Même de la neige dans sa bouche pour limiter la vapeur de sa respiration. Chaque détail compte. Chaque erreur peut coûter la vie. Quand il s'installe, il ne ressemble plus à un homme. Il ressemble à un morceau de paysage. C'est là le cœur de son génie. Simo n'est pas simplement un excellent tireur. Il comprend la fusion entre l'homme, l'arme et le terrain. Il n'utilise pas seulement la forêt. Il devient la forêt. Dans le silence de la forêt d'hiver, Simo pensait à ceux qu'il protégeait et au foyer pour lequel il se battait. Mon cher village. J'espère que tout va bien pour eux. Alors que le froid s'intensifiait, les pensées de Simo retournaient vers la ferme tranquille et ceux qu'il avait laissés derrière lui. Le soir, quand le silence revient, il n'emporte pas une ivresse guerrière. Il emporte une mémoire. Des silhouettes. Des visages. Le poids de ce qu'il a fallu faire. Mais bientôt, en face, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple bon tireur finlandais. Quelque chose d'anormal se passe dans cette forêt. Des officiers tombent. Des hommes refusent d'avancer. Le moral se fissure. Un nom commence à circuler. Côté finlandais, certains l'appellent le tireur magique. Côté soviétique, un autre surnom naît, plus sombre, plus célèbre, la mort blanche. Le mythe prend corps au rythme des pertes. Les jours passent. Le chiffre monte. 100, 200, 300, puis davantage encore. Mais ce qui rend l'affaire presque insupportable pour les soviétiques, c'est moins le nombre brut que l'impossibilité d'y mettre un terme. Comment neutraliser un homme que personne ne voit? Comment tuer quelqu'un qui connaît chaque arbre, chaque courbe de terrain, chaque silence du bois? Alors l'armée rouge durcit sa réponse. On envoie de meilleurs tireurs. Des spécialistes. Des hommes capables, eux aussi, de patience, de camouflage, de discipline. Pour Simo, la guerre se resserre. Le duel n'est plus seulement entre un tireur et des colonnes qui avancent. Il devient une guerre entre chasseurs. Parmi les victimes de ces affrontements figurent des camarades proches. Des amis. Des hommes avec lesquels il a grandi ou combattu. La guerre cesse encore davantage d'être une abstraction. Elle devient personnelle, intime, presque silencieusement vengeresse. Et c'est là que la légende s'épaissit. Dans la même forêt blanche, d'autres snipers essaient de le trouver. Ils ont l'expérience, la technique, parfois même un meilleur équipement optique. Lui a son fusil habituel, sa discipline, son terrain. Entre eux, pas de grande charge, pas de musique triomphante. Seulement la neige, les pins, l'attente. Un reflet, un angle, une intuition, un souffle. Le silence est si assourdissant. Me souvenir de toi ici. On se le murmure comme une preuve vivante que les gigantesques colonnes soviétiques peuvent saigner, reculer, douter. Et c'est alors que nous avons attaqué, vers un nid de mitrailleuses, en essuyant le feu de toutes les directions. Le soldat Lori, c'est un véritable héros. L'isthme de Carélie, guerre d'hiver 1940. Finland. Hiver 1940. La chasse commence. Même le commandement finlandais cherche à l'équiper mieux encore. On lui propose des armes plus modernes,
plus adapté selon certains. Voici Simo, le nouveau M39. Meilleur et plus fiable. Merci, monsieur le capitaine. Mais ma Pisticorva fonctionne à merveille. Jour 48. La même position. La même froide précision. Une routine de survie, gravée dans le givre et la répétition. Ce choix dit beaucoup de lui. Il préfère la maîtrise absolue d'un outil familier à la promesse abstraite d'une nouveauté. Pendant ce temps, côté soviétique, la frustration tourne à l'obsession. Quand les meilleurs tireurs ne suffisent pas, il reste la brutalité pure. L'artillerie. Un matin, alors que Simo se glisse dans une de ses caches, le ciel semble soudain s'assombrir. Puis la terre explose. Les obus s'abattent sur sa position. Le bois se déchire. La neige jaillit. Les troncs éclatent. Le paysage entier devient une gueule de feu et de glace. Pour beaucoup, cela devrait être la fin. Mais Simo bondit hors de son abri et file à travers l'enfer blanc. Il zigzague, glisse, tombe presque, repart encore. Quand il rejoint finalement les lignes finlandaises, on le croit impossible à retrouver entier. Et pourtant, sur lui, presque rien. Une déchirure. Une miracle. Ou peut-être, plus simplement, une combinaison de sang-froid, de vitesse et d'une chance que la guerre accorde rarement. Mais l'histoire n'est pas terminée. L'armée soviétique pousse encore. Elle rassemble sa force. Elle tente le tout pour le tout dans ce secteur. La pression monte, la bataille devient plus sauvage, plus compacte, plus dangereuse. À son poste, Simo continue. Même concentration, même précision, même froideur. Puis survient l'instant qui faillit tout arrêter. Dans un ultime accès de violence, alors que les combats se dispersent et que certains ennemis reculent, une balle explosive le frappe au visage. Le choc est effroyable. Sa joue éclate. Sa mâchoire est broyée. Son corps s'effondre. Pour ses camarades, la conclusion paraît évidente. La mort blanche est tombée. On évacue les morts. On aligne les corps. Dans la confusion et l'épuisement, Simo est traité comme l'un d'eux. Presque un cadavre parmi d'autres. Et c'est là que l'histoire bascule une dernière fois dans l'irréel. Au moment où les corps doivent être brûlés, quelqu'un remarque un mouvement. Infime. Presque rien. Une jambe. Un signe. On le retire d'urgence. Il est vivant. Gravement mutal. Inconscient. Mais vivant. Transporté à l'hôpital, il sombre dans le coma. Les médecins travaillent sur un visage dévasté. La survie tient à peu de choses. À un détail, peut-être décisif. Après avoir été frappé, il se serait retrouvé tourné de manière à ne pas se noyer dans son propre sang. Dans une guerre pleine d'absurdités, la vie se joue parfois à la position d'un corps sur la neige. 7 jours plus tard, il se réveille. Le 13 mars 1940. Le jour même où l'armistice met fin à la guerre d'hiver. La Finlande sort mutilée, contrainte à céder une partie de son territoire. Mais moralement, l'histoire est plus complexe. Le petit pays n'a pas été écrasé comme prévu. Il a résisté. Et dans cette résistance, certaines figures deviennent plus grandes que la guerre elle-même. Simo en fait partie. La suite n'a pourtant rien d'un conte glorieux. Il souffre enormemente. Les opérations s'enchaînent. La reconstruction de sa mâchoire et de son visage demande du temps, de la douleur, de la patience. Il aurait déjà dû mourir plusieurs fois. Mais la mort, cette fois encore, le laisse passer. Pour sa conduite et ses résultats exceptionnels, il est décoré et promu de manière spectaculaire. Son nom est désormais fixé dans l'histoire militaire finlandaise. Le bilan officiel qui lui est attribué le place à un niveau devenu presque mythique. Et pourtant, le plus frappant n'est pas le nombre. C'est son attitude face à ce nombre. Simo ne cultive pas sa propre légende. Il ne se transforme pas en personnage public avide de lumière. Une fois rétabli, autant que possible, il retourne vers la vie qu'il a toujours aimée, la nature, la chasse, la ferme, le calme. L'homme que la guerre a transformé en symbole cherche surtout à redevenir lui-même. Des années plus tard, quand on l'interroge sur ce qu'il a vécu, sa réponse ne ressemble pas à celle d'un homme grisé par la gloire. Elle ressemble à celle d'un homme qui a fait ce qu'il pensait devoir faire, du mieux possible, sans poésie inutile. C'est peut-être là que réside la force durable de son histoire.
Simo Teia n'incarne pas seulement une efficacité meurtrière hors norme. Il incarne quelque chose de plus dérangeant et de plus profond. La manière dont un homme ordinaire, enraciné dans sa terre, peut devenir extraordinaire lorsque tout ce qu'il aime est menacé. Il n'était ni géant, ni chef d'empire, ni idéologue. C'était un fermier, un chasseur, un réserviste, un homme que beaucoup auraient probablement traversé du regard sans le remarquer. Et pourtant, dans l'hiver le plus dur, c'est lui qui a écrit une partie de l'histoire. Le 1er avril 2002, Simo Teia s'éteint à l'âge de 96 ans. Il laisse derrière lui plus qu'un record ou une réputation. Il laisse une image puissante, celle d'un homme sous-estimé qui a prouvé que, parfois, les grandes secousses de l'histoire ne sont pas produites par les plus imposants, mais par les plus déterminés. Dans le blanc infini de la Finlande, un petit fermier a tenu tête à un empire. Et c'est pour cela qu'on se souvient encore de lui. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi, parce qu'ici on ne raconte pas les guerres comme des dates figées, mais comme des destins, des décisions et des légendes nées dans la boue, le froid et le feu. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus frappé chez Simo Teia, sa précision, sa discipline, son humilité, ou le fait qu'un homme aussi discret ait pu terroriser une armée entière. Like, partage, et on se retrouve pour un nouveau récit.